monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du 16 novembre. À la une de l'actualité, aujourd'hui, le procès en assises du crime de Rilly-sur-Vienne, un crime passionnel et familial. L'accusé, un homme de 35 ans, est inculpé pour le meurtre de sa belle-sœur à son domicile de Rilly en octobre 2008. Une saison mitigée pour les viticulteurs tourangeaux, comme pour tous les vignobles français. La qualité des vins n'est pas remise en cause, mais les quantités sont en chute libre, 10 à 15% de moins que le rendement moyen en Touraine. Et puis rencontre avec le célèbre joueur de oud, le Marocain Saïd Cheraibi. Il était ce week-end l'invité vedette du Festival international des cordes pincées. Le procès de Dimitri Florent s'est ouvert hier devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire. Cet homme de 35 ans est accusé d'avoir assassiné sa belle-sœur à son domicile de Rilly-sur-Vienne en octobre 2008. C'est donc aujourd'hui le second jour de son procès. Une journée importante puisque les enquêteurs ont été entendus, les experts psychiatriques également qui ont tenté de tracer le profil psychologique de l'accusé. Sabrina Meloult. Les experts psychologues décrivent un homme hypersensible, un homme qui trouve dans l'arme à feu le jour du drame un moyen de défense. Selon eux, Dimitri Florent entame les jours précédant le meurtre un processus d'identification à son père, qui, délaissé par sa mère pour un autre homme, plonge dans une grande dépression. L'expert souligne un peu plus tard le sentiment d'impuissance et d'inégalité de l'accusé à l'égard de Laure, la femme pour laquelle Angélique l'a quitté. La défense maintient que Dimitri Florent regrette son geste et n'était pas pleinement responsable au moment des faits. Moi je le pense. Maintenant ce sera au juré bien entendu de le dire, mais oui, moi je le pense. C'est pour ça aussi que je le défends, parce que pour moi il n'est pas quelqu'un de manipulateur ou de quelqu'un qui n'a pas su, résister à cette détresse. Puis il est fait état de nombreux messages vocaux menaçants que Dimitri Florent aurait envoyés à Angélique les jours précédant le drame. Des messages parfois hésitants, mais toujours synonymes de colère et de haine. Aucun doute pour la partie civile, Dimitri Florent avait bel et bien l'intention de tuer la nouvelle compagne de sa femme. Mais il était aussi tout à fait conscient de son acte en tirant sur sa belle-sœur Vanessa Rabette. L'expert précise qu'il fallait appuyer fortement sur la détente pour que le coup parte. Je pense qu'il est très habile. D'ailleurs, le deuxième expert psychologue a indiqué qu'il était intelligent et même plus intelligent que la moyenne. Et effectivement, je pense qu'il a une faculté pour raconter sa propre histoire a posteriori qui ne colle pas avec un certain nombre d'éléments factuels qui figurent dans le dossier. Accusé d'homicide volontaire sur Vanessa, puis de tentative d'assassinat sur Laure, Dimitri Florent encourt aujourd'hui la perpétuité. La gastronomie française, patrimoine mondial de l'humanité. La nouvelle est tombée cet après-midi et c'est une grande victoire pour l'Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation basé à Tours, l'IEHCA. Vous voyez ici les images de leurs locaux, la maison Tristan dans le Vieux-Tours. C'est l'IEHCA qui en avait fait la demande auprès de l'UNESCO. Son directeur Francis Chevrier et son équipe ont constitué le dossier auprès de l'UNESCO. Une véritable révolution qui permet à notre culture populaire de la gastronomie de gagner ses lettres de noblesse. Et c'est tout le repas à la française qui est ainsi reconnu avec ses rituels et sa présentation. Les vendanges s'annonçaient prometteuses cette année. En termes de qualité, elles ont tenu leurs promesses, mais la quantité n'est pas au rendez-vous. La situation n'est pas aussi catastrophique dans le Val-de-Loire qu'en Champagne ou en Alsace, mais les viticulteurs tourangeaux font tout de même grise mine. Florent Carrière. Après une année exceptionnelle en 2009 dans le vignoble ligérien, un constat s'impose, 2010 ne cumulera pas qualité et quantité. En moyenne, de 10 à 15% de production en moins par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Une situation à laquelle n'échappe pas cette exploitation amboisienne. Ici, seuls les blancs se maintiennent et c'est une exception. Les rouges et rosés ont en revanche subi les conséquences de la météo. On a eu ce qu'on appelle des phénomènes de coulure. Donc c'est des grappes qui ne se forment pas, ou alors des baies qui sont toutes petites, donc qui ne donnent pas autant de jus que des grappes bien formées.
Là, c'est du jus qui est en pleine fermentation, oui. En revanche, la qualité, elle, est au rendez-vous. Pourtant, le mois de septembre a été pluvieux, ce qui fait d'ores et déjà dire que 2010 est une récolte de vignerons. Autrement dit, le travail du professionnel aura primé sur la météo. Faire avec, ça veut dire bien déterminer ce que l'on veut ramasser, donc par des tris, et déterminer les différents cépages qui sont prêts à être ramassés. 2010 s'apparente donc à 2008, année de qualité mais de faible rendement. Ce sont les vignerons qui économiquement vont en pâtir, car sur certaines exploitations, la baisse atteint même les 20%. La difficulté, pour l'instant, on n'est pas dedans, on est encore vraiment dans la vinification du millésime, sortir quelque chose de joli. Une fois qu'on aura mis en bouteille, on verra quelle est la perte réelle. Donc c'est des conséquences qu'on va plutôt subir l'été prochain, l'automne prochain, voire en 2012. Une question, les producteurs vont-ils augmenter les prix l'an prochain, histoire de compenser la baisse? Pas vraiment, car le positionnement des vins ligériens sur le marché ne le permet pas. On peut passer quelques pourcents dans les années comme ça, mais c'est pour nous, on ne peut pas faire mieux, sinon ça ne passe pas au niveau du distributeur, au niveau du consommateur. Je dirais que le Val-de-Loire est positionné dans un segment de prix, je dirais moyenne gamme, on va le dire comme ça pour la plupart de nos vins, et on a des marges de manœuvre qui sont quand même limitées. La situation pour les viticulteurs n'est cependant pas dramatique. Mais en Touraine, les exploitations fonctionnent souvent à flux tendu. À la différence du Bordelais ou même de l'Ouest ligérien, les stocks ne permettent pas de compenser une baisse de rendement. Mobilisation en ce moment même contre la réforme des retraites. Les organisations syndicales départementales tentent de maintenir la pression. Elles se sont réunies à 18h devant le centre administratif Changireau et y sont encore une soixantaine de personnes en tout, rassemblées à l'appel de la CGT, de la CFDT, la CFTC, l'UNSA, FSU, UNEF et UNIL. Un avant-goût de la mobilisation nationale prévue le 23 novembre. C'est la semaine d'information et de sensibilisation sur le don d'organes, organisée par le service universitaire de médecine préventive et de la promotion de la santé. Jusqu'à vendredi, des professionnels vont à la rencontre des étudiants et des personnels de l'université sur différents sites. Aujourd'hui, ils étaient à la fac de médecine de Bretonneau. Il s'agit de rappeler à tous l'importance du don d'organes. L'année dernière, près de 15 000 personnes en France en ont bénéficié, avaient besoin d'une greffe. Près de 5 000 personnes en ont bénéficié, mais plus de 200 patients sont décédés faute de greffe à temps. On écoute un des infirmiers présents sur place au micro de Sabrina Meloult. Oui, effectivement, il y a des jeunes qui viennent nous voir sur les stands, comme on a des stands en fait sur tous les sites de l'université. Les jeunes viennent de plus en plus pour poser des questions parce qu'en fait, ils sont conscients effectivement de la problématique liée à la greffe. Il n'y a pas de greffe sans don. Donc les gens, notre but c'est de sensibiliser, de parler aux jeunes effectivement pour qu'ils puissent en parler autour d'eux, dans leur famille, en fait de donner un positionnement parce qu'en fait la loi française nous considère présumés en fait donneurs à la mort quand on n'a pas donné notre positionnement, donc quand on ne sait pas y opposer de notre vivant. On termine ce journal avec une rencontre musicale avec le musicien marocain Saïd Chraibi, présent à Tours à l'occasion du Festival international des cordes pincées. Considéré comme le spécialiste du oud marocain, il joue aussi bien seul comme accompagnateur des plus grandes belles voix du monde arabe. Un portrait signé Sébastien Germain. Cette année, le 9e Festival international de cordes pincées de Jouer les Tours avait convié Saïd Chraibi. Ce natif de Marrakech de 51 ans est à l'heure actuelle une des références du oud marocain. Le rendez-vous jocondien est donc une superbe vitrine pour cet instrument proche du luth, méconnu en France. Le luth, c'est l'instrument par excellence des Arabes. C'est comme le piano pour l'Europe. C'est un instrument à cordes. Il y a une caisse en forme de poire. Et puis, il y a une table d'harmonie. Voilà, en bois et en épicéa. J'ai commencé à jouer dès l'âge de 13 ans. J'avais découvert le luth et carrément je suis tombé amoureux du son de cet instrument qui a une chaleur, qui dégage une chaleur.
et qui dégage beaucoup de choses, qui réveille beaucoup de choses dans mon âme. Sur scène, Saïd Cheraibi est avant tout là pour donner du rêve à son public. Les sources de ses compositions vont de la Perse antique au Maghreb en passant par l'Andalousie. C'est là toute la tradition du luth, toute la tradition, et c'est de là qu'est passé à partir de l'Andalousie, on est passé au luth baroque, on est passé à d'autres instruments qui sont tous originaires du luth, du oud. Aujourd'hui, Saïd Cheraibi a acquis une renommée qui dépasse les frontières marocaines. Ses derniers voyages l'ont notamment emmené en Belgique, aux Pays-Bas ou en Espagne. Pourtant, c'est avant tout le plaisir que recherche l'artiste. Je me rappelle un proverbe chinois qui dit « cultive ton jardin ». Ça veut dire « joue ta musique » et c'est tout, et ça ira loin. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec l'invité de la rédaction, Jean-Luc Sanchez, du collectif pour le maintien des 3 collèges à Saint-Pierre-des-Corps. Restez avec nous.